Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Deuxième partie. Recensement des sources d'énergie. Énergie hydraulique. Les réserves mondiales d'énergie hydraulique sont évaluées à 50 000 milliards de kWh par an, dont 90% sont concentrés dans les régions sous-développées. L'Europe ne dispose que de 3%, les USA de 4% et l'URSS de 3,5%. Au rythme actuel de l'équipement, la France aura épuisé son potentiel hydraulique dans moins d'une décennie. L'équipement de quelques chutes qui restent en France et aux États-Unis serait d'un coût prohibitif, compte tenu de l'emplacement. L'Afrique noire vient en tête en matière d'énergie hydraulique, avec ses milliers de milliards de kilowattheures de réserves qui équivalent à peu près à la moitié des réserves mondiales. Le Zaïre, deuxième fleuve du monde par le volume de son débit, 30 000 à 60 000 mètres cubes par seconde, recèle à lui seul plus de 600 milliards de kilowattheures de réserves annuelles. Les 2/3 de la production mondiale actuelle, la Sanaga et l'Ogooué, 300 milliards. Les ingénieurs ont calculé que la Sanaga, Cameroun, qui prend sa source à 1400 mètres d'altitude et possède un débit triple à celui du Rhône, à Djenisiat, peut livrer plus d'énergie que tous les cours d'eau des Alpes réunis. L'Afrique noire, rien que par ses ressources hydrauliques, est un des premiers pays énergétiques du monde. L'énergie hydraulique n'est pas comparable à un minerai d'uranium que l'on exporte si cela est nécessaire. Jusqu'ici, il fallait l'utiliser sur place. Grâce au courant alternatif, on le transporte tout au plus à des distances relativement dérisoires. Mais les techniciens soviétiques et suédois viennent de réaliser des progrès dans le domaine du transport de l'énergie électrique à grande distance. Lorsque l'on transporte de l'énergie électrique sous forme de courant alternatif, la réactance de la ligne, comparable à une grande résistance, produit des pertes énormes. De sorte que, même si le voltage de la source est très élevé, 400 000 volts, à l'arrivée, on ne recueille qu'une énergie très faible si la distance est grande. Mais si on arrivait à transporter, au lieu du courant alternatif, du courant continu, la réactance de la ligne serait supprimée. Les techniciens soviétiques et suédois ont pensé garder le courant alternatif à la production. On dispose de générateurs qui produisent quelques dizaines de milliers de volts alternatifs. On élève la tension par des transformateurs jusqu'au seuil du million de volts et on redresse le courant, qu'on peut ainsi transporter en continu. M. Jean Rivoire a montré que la Suède a dépassé le stade des études théoriques en cette matière depuis février 1954. Un câble sous-marin est utilisé pour le grand transport de l'énergie entre la Suède et l'île de Gotland, sous 2000 volts continus, et ce chiffre pourrait être porté à 600 000. Si l'on atteignait le million de volts avec une intensité de 1000 ampères, chaque ligne de ce type transporterait 1 million de kilowatts et son utilisation pleine en un an fournirait 9 milliards de kilowattheures. Lorsque le problème du transport de l'énergie électrique sous forme de tension continue sera complètement résolu, rien que l'équipement du bassin du Zaïre, barrage, Dinga et de Kisangani permettrait de ravitailler tout le continent noir en électricité. Énergie solaire. Le Soleil envoie en moyenne sur la Terre 10 puissance 15 de kWh, 1 million de milliards par jour, c'est-à-dire
une quantité d'énergie comparable à la somme globale des réserves énergétiques en pétrole, charbon, uranium et gaz naturel recensés sur la Terre jusqu'à présent. 1 km² de surface ensoleillée reçoit une quantité d'énergie quotidienne équivalente à celle d'une bombe atomique ordinaire. Aussi, malgré l'actualité de l'énergie atomique, les savants sont d'accord sur le fait que l'énergie solaire est celle de l'avenir, puisqu'elle existera aussi longtemps que le Soleil. L'énergie hydraulique, qui jouit d'une semblable permanence, dépend indirectement d'elle dans la mesure où le Soleil intervient dans le climat. D'Archimède à Félix Trombe, les savants ont tenté sa domestication. Ils sont aujourd'hui sur le point de réussir entièrement. L'utilisation peut se faire sous forme directe. Il s'agit dans ce cas, Félix Trombe à Montlouis dans les Pyrénées, de tapisser une surface parabolique de petits miroirs rectangulaires de position réglable. Au foyer du grand miroir parabolique ainsi créé, on peut atteindre, suivant les surfaces mises en jeu, une température de 3000 degrés, c'est-à-dire celle qui règne dans l'atmosphère solaire. Ainsi, Félix Trombe est arrivé à fondre les oxydes métalliques, jusqu'ici réfractaires. L'appareil ainsi constitué s'appelle un four solaire et utilise directement la chaleur solaire. À Montlouis, on arrive à fondre une demi-tonne de fer par jour. Un projet plus gigantesque est en cours de réalisation au nord du Sahara, à Colombéchar, sous la direction du même savant. On obtiendra une puissance de 1000 kW puissance 15. Si, au lieu de chercher à atteindre une haute température concentrée en un point dans un four, on varie la dimension et la forme du miroir afin de répartir la chaleur sur un axe, on peut arriver à accumuler de la vapeur pour faire fonctionner une usine. Il suffit de glisser le long de l'axe chauffé une portion d'un circuit parcouru d'huile, lequel fait ensuite serpentin dans une chaudière remplie d'eau où il abandonne des calories. C'est le procédé Schumann utilisé à Mahdi en Égypte. Dans tous les cas, l'orientation des miroirs est synchronisée avec le mouvement solaire. Les réalisations sont limitées par le gigantisme des installations, l'état du ciel, donc la latitude et l'alternance du jour et de la nuit. Pour supprimer ce dernier inconvénient, afin d'avoir des usines qui fonctionnent sans arrêt, certains savants n'hésitent pas à étudier la fonction chlorophyllienne des plantes, afin de savoir comment celles-ci emmagasinent l'énergie solaire. Il existe une usine solaire qui fonctionne en URSS à Tachkent pour la production d'électricité. L'utilisation peut se faire sous forme indirecte, par l'utilisation de photopiles, panneaux solaires fabriqués à partir de semi-conducteurs, silicium, germanium, etc. Ces techniques sont devenues courantes depuis la première édition de ce livre et il est inutile de s'y attarder. On pense que, dans quelques décennies, l'énergie électrique domestique sera fournie directement par le soleil au moyen de toits en silicium. L'homme est libéré du gigantisme des constructions. Une machine à calculer n'a plus que les dimensions d'une machine à écrire au lieu de celles d'une armoire à glace. En raison du prix de revient des surfaces de silicium qu'il faudra mettre en jeu, en l'état actuel du progrès technique, on a calculé que l'énergie solaire n'est pas meilleur marché que l'énergie hydroélectrique. Dans tous les cas, elle reste une énergie capitale de l'avenir pour les régions tropicales. On envisage que les installations futures ne pourraient pas se situer directement sur l'équateur, par suite de la permanence des nuages sous cette latitude.
Ce sont des territoires situés de part et d'autre des tropiques qui pourront être dotés d'un équipement solaire. Le Sahara et la Libye, donc toute la zone soudanaise jusqu'à l'Éthiopie et une grande partie de la région australe. Énergie atomique. La fission contrôlée de l'uranium et du thorium est la base de l'énergie atomique. On obtient ce qu'on appelle une réaction en chaîne qui dégage une énorme chaleur. 2000 tonnes d'uranium, 235 équivalent à toutes les réserves mondiales de pétrole en production d'énergie. L'actualité de l'énergie atomique dispense d'insister sur les avantages qu'elle procure. On peut dire qu'elle entrera dans l'équipement industriel de toutes les nations modernes d'ici 10 ans. Jusqu'en 1952, le Congo belge fournissait les 50% de la production mondiale d'uranium. Aujourd'hui, l'Afrique se place vraisemblablement au point de vue production immédiatement après le Canada et les États-Unis. Avec 5500 tonnes d'uranium métal contenu dans des concentrés marchands, Zaïre, Afrique du Sud réunis. On trouve de l'uranium en Éthiopie, au Cameroun, au Nigeria, au Sahara, au Zaïre, au Ghana, en Zambie, au Mozambique, en Ouganda, dans l'Union sud-africaine, où on a découvert également une mine de thorium au Cap. On doit faire preuve d'une certaine vigilance dans le domaine de l'exploitation de l'énergie nucléaire. La matière énergétique, en l'occurrence l'uranium et le thorium, n'est pas comparable à l'énergie hydroélectrique ou à l'énergie solaire, qu'il serait difficile d'exporter en bouteille. C'est un simple minerai dont on peut vider l'Afrique en un temps record pour le stocker ailleurs si l'avenir politique devient incertain, grâce à une extraction mécanisée à outrance. Les bidders ou piles couveuses utilisant des neutrons rapides et refroidis au sodium, Rhapsody, sont des réacteurs de l'avenir pour l'exploitation industrielle de l'énergie atomique. On a calculé que lorsqu'ils seront mis au point, grâce aux recherches en cours, ces réacteurs produiront plus de combustible plutonium qu'ils n'en consomment, ce qui tient presque du miracle technique. Mais il sera toujours nécessaire de les jumeler avec des piles plutonigènes qui fourniront la matière combustible. Le plutonium, utilisé au départ dans les piles couveuses. Ainsi, ces piles brûlent du plutonium, mais en fabriquant plus qu'elles n'en brûlent, d'où leur intérêt économique futur. C'est sous cette forme et d'autres analogues que l'Afrique noire devra envisager son équipement nucléaire industriel. Énergie thermonucléaire. Elle se distingue de l'énergie atomique, ou plus proprement nucléaire, en ce sens qu'il faut passer par cette dernière pour l'obtenir. Une masse d'uranium en se désintégrant au sein d'une enceinte contenant une certaine variété d'hydrogène, deutérium ou tritium engendre pendant 1 millionième de seconde une température de l'ordre de 16 millions de degrés, comparable à celle qui règne au sein des étoiles chaudes, du Soleil en particulier, 20 millions de degrés. Ce petit Soleil, cette température est indispensable pour vaincre la répulsion coulombienne, provoquer la fusion de deux noyaux d'hydrogène et donner de l'hélium avec une légère perte de masse. Cette masse perdue se retrouve sous forme d'énergie rayonnante, calorifique. Cette dernière est énorme. Pour l'évaluer, il faut multiplier la quantité de matière perdue par le carré de la vitesse de la lumière, soit 9 fois 10 puissance 10. D'après la relation
d'Einstein. À la chaleur de la fission atomique de l'uranium s'ajoute donc l'énorme chaleur de la fusion des noyaux d'hydrogène due à la perte de masse. Voilà pourquoi la bombe à hydrogène dégage beaucoup plus d'énergie que la bombe atomique. Mais cette dernière, contrairement à l'énergie atomique, n'est pas encore domestiquée, contrôlée. Dans un réacteur, c'est-à-dire dans une pile atomique, on peut déclencher une réaction en chaîne, l'intensifier, l'arrêter à une température aussi longtemps qu'on le désire, éteindre la pile après usage en enfonçant ou retirant des barres d'acier au bord ou de cadmium qui permettent de régler le flux de neutrons. Les neutrons sont les agents de bombardement qui déclenchent la réaction en chaîne. La divergence de la réaction, c'est-à-dire son intensité, est fonction de leur flux. Il n'existe encore rien de semblable à l'échelle industrielle ou même du laboratoire dans le domaine thermonucléaire. Le réacteur ou pile thermonucléaire n'est pas encore créé. L'équipe anglaise, dirigée par John Cockcroft, qui croyait avoir réalisé la fission contrôlée à l'exclusion d'une amorce atomique, est revenue de ses illusions. Les neutrons, dont l'apparition devait en constituer la preuve, étaient d'origine extérieure, provenaient peut-être des parois, de l'enceinte ou d'une fission de noyaux deutéron, par suite de la faible énergie de liaison neutron-proton, 2,2 MeV contre 30 MeV pour l'hélium, par suite de la saturation des forces nucléaires. Le procédé utilisé est dû vraisemblablement à un jeune chercheur soviétique. Le réacteur est constitué par un immense tore dont l'axe circulaire est occupé par la colonne gazeuse de combustible à fusionner deutéron, sans contact avec les parois. Un enroulement extérieur créait le grand champ nécessaire au maintien de la colonne loin des parois. En effet, quelle que soit la matière qui les constitue, elle fondrait à la température de 4 à 16 millions de degrés que l'on cherche à réaliser par de puissantes décharges électriques dans la matière de la colonne. Cette méthode permet de nourrir des espoirs de domestication de l'énergie thermonucléaire, mais dans un avenir imprévisible. Quoi qu'en dise la propagande, personne n'est capable à l'heure actuelle d'avancer une date certaine à laquelle l'énergie thermonucléaire sera contrôlée de façon industrielle ou même en laboratoire. Il peut se produire un saut brusque qui conduirait rapidement à une mise au point d'un procédé de fusion, comme on peut attendre longtemps. L'intérêt que les grandes puissances industrielles continuent d'attacher à la source classique, banale d'énergie, qu'est le pétrole, montre qu'on est encore loin du but, qu'on espère pas domestiquer dans l'immédiat cette énergie qui devrait supplanter toutes les autres dans l'électrolyse. Seule une électricité d'origine hydraulique pourra faire face avantageusement à une telle exploitation. Il reste qu'en l'état actuel de la science, il faut passer par l'énergie atomique pour obtenir de l'énergie thermonucléaire. Aussi longtemps que de nouvelles découvertes ne seront pas faites, la quantité d'hydrogène à fusionner sera fonction de la quantité de matière fissile que recèle la Terre. Lorsque la réaction thermonucléaire sera industrialisée, l'humanité, sans aucun doute, sera dotée, comme le prévoient les savants, d'une nouvelle source très abondante d'énergie. L'électrolyse de l'eau de mer
fournirait directement la matière première indispensable qui est l'hydrogène lourd ou d'éthérone contenu dans l'eau de mer dans la proportion de 0,02%. Ce pourcentage dérisoire ne doit pas décevoir. Il faut penser à l'énorme température réalisée dans la fission. Les centres de production et d'équipement seraient donc forcément situés près de la mer, en Afrique. Un territoire comme le Zaïre serait particulièrement privilégié. En effet, cela ressort de ce qui précède. L'utilisation de l'énergie thermonucléaire exige au préalable une dépense énorme d'énergie électrique. Telles sont les grandes sources d'énergie que recèle l'Afrique noire et qui, en elles seules, permettent de faire de ce pays un des plus industrialisés au monde. Bien que l'avenir soit prometteur pour la recherche énergétique, nous n'avons fait figurer sur la liste que les sources d'énergie existant réellement à l'heure actuelle d'une façon prépondérante. C'est la raison pour laquelle ne sont mentionnés ni le pétrole ni le charbon. Pourtant, la place future de ces deux sources est indéniable dans l'économie africaine. Le pessimisme des années passées a fait place au plus grand espoir, fondé sur les indices réels. Une politique éclairée consistera donc à encourager la prospection dans ce double domaine du charbon et du pétrole, où l'Afrique noire reste déficitaire. Il faut en outre évoquer d'autres sources d'énergie complémentaires que citent les auteurs, comme Ivan Dujonshey, et qui prendront de l'importance dans l'avenir. Énergie éolienne. On a trouvé que toute la côte occidentale d'Afrique, grâce aux alizés, pourrait être équipée d'énormes éoliennes, ainsi que la région du Cap, grâce au vent du 40e degré. Les Canaries et les Kerguelen seront équipés de cette manière. On aurait tort de minimiser cette source d'énergie quand on sait qu'elle représente les 15% de l'énergie nationale du Danemark. Les éoliennes conviendraient merveilleusement dans une première phase pour l'irrigation du sol et l'abreuvage du bétail dans les régions appauvries et semi-désertiques du Sénégal, telles que le Ferlo, le Cayor, une partie du Baol et le Djambour. Énergie thermique des mers. On applique le principe de Carnot en faisant fonctionner une usine grâce à la différence de température entre le fond de la mer et la surface. Le procédé utilisé est celui de Georges-Claude Bouchereau. Il est appliqué à Abidjan, entre la lagune côtière et une fosse, dite du trou sans fond, profonde de 500 mètres. La différence de la température est de 22 degrés centigrades. Une centrale de 7500 kW de puissance était en cours de réalisation. La région du Diender au Sénégal est également favorable à l'installation d'une usine du même genre. Cependant, un inconvénient auquel on n'avait pas suffisamment fait attention retarde les réalisations. En faisant le vide, l'eau peut très bien bouillir à la température de 22 degrés dans une enceinte, donner de la vapeur qui est envoyée sur des turbines pour produire de l'électricité. Mais les gaz contenus dans l'eau de mer se dégagent également sous le vide et produisent un bouillonnement qui gêne l'opération. Il faudrait donc dégazifier au préalable une masse énorme de plusieurs tonnes d'eau de mer en circuit fermé avant de pouvoir produire
par ébullition sous vide à basse température une vapeur homogène susceptible de travailler dans les turbines d'une centrale. C'est peut-être une des raisons qui ont conduit à l'abandon du projet d'Abidjan. Énergie marémotrice. Il s'agit d'utiliser l'énergie qui résulte du mouvement des marées par l'aménagement d'un estuaire approprié et des réservoirs d'accumulation, dont certains de niveau relativement élevé pourraient être remplis par siphonnage en période de haute marée. Les réservoirs ainsi constitués joueraient exactement le même rôle que les lacs de retenue des barrages. L'eau en basse marée coulerait de ces réservoirs vers les turbines pour les actionner. Les inconvénients de l'utilisation de l'énergie marémotrice tiennent à deux faits. Les frais d'installation et d'équipement sont exorbitants et ne peuvent être supportés que par le budget d'une grande puissance économique. Deuxièmement, les sites qui restent favorables après une étude approfondie du terrain sont rarissimes. Il est indispensable que la variation de niveau de la surface de l'eau entre haute et basse marée soit notable, de l'ordre de 8 mètres. En France, la baie du Mont Saint-Michel et l'estuaire de la Rance sont favorables à l'installation de grands ouvrages, mais les projets de construction qui ranimeraient tout le pays environnant sont toujours remis en question, étant donné l'énormité des dépenses. Pourtant, l'EDF a calculé que cette réalisation fournirait à elle seule la moitié de l'énergie nationale française actuelle, 25 à 30 milliards de kilowattheures annuels. Il serait intéressant d'étudier à ce point de vue la montée de la mer dans les estuaires des fleuves africains, en particulier dans ceux du Sénégal où le phénomène est sensible jusqu'à Podor, du Sine Saloum, de la Gambie et de la Casamance. La théorie des usines marémotrices est relativement complexe. Elle fait intervenir même la rotation de la Terre dans les calculs d'erreur. On reviendra sur cette question au sujet de l'industrialisation du Mali, ancienne fédération Sénégal-Soudan. Houille rouge. On applique le principe de Carnot à la différence de température entre la surface du sol et une source chaude, souterraine, atteinte par forage. La différence de température permet de faire bouillir de l'eau et d'obtenir de la vapeur sous vide et une température bien inférieure à 100 degrés. Des recherches et un commencement d'application sont poursuivis au Zaïre. Énergie thermique des volcans et énergie géothermique. On l'exploite dans des centrales thermiques situées sur les lieux en envoyant par des tuyaux enfouis dans la lave une grande masse d'eau qui, en s'évaporant, fournit de la vapeur qu'on envoie actionner les turbines. Le circuit est fermé. La vapeur condensée après travail est de nouveau renvoyée par un système de pompage vers la lave. On pourrait en installer au pied du mont Cameroun, au Kenya. D'une façon générale, toute l'Afrique de l'Est, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, toute la région de la Rift Valley serait éminemment favorable pour l'installation d'usines fonctionnant à partir de l'énergie géothermique, c'est-à-dire à partir de sources de vapeur souterraines. Telles sont les ressources énergétiques de l'Afrique noire. Leur utilisation par les Africains eux-mêmes, non pas pour créer des industries complémentaires
de celle de l'Europe, mais pour transformer les matières premières que recèle le continent, permettrait de faire de l'Afrique noire un paradis terrestre. Fin de la deuxième partie.